26 septembre 2025, peuple d'Afrique, peuple du monde libre, recevez nos salutations. Bienvenue sur Gandhi Malien TV et surtout sur African TV qui est une filiale d'ailleurs de Gandhi Malien TV. Aujourd'hui, nous abordons le thème Mali-Algérie. Mali-Algérie, pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la junte algérienne a refusé de répondre, d'être à la barre, de répondre à toutes les accusations du Mali. Et pourquoi? Nous en saurons davantage avec nos deux experts qui ne sont plus à présenter car il s'agit d'experts maison. À ma droite, vous avez le docteur Mamadou Silla Traoré, à ma gauche, l'inspecteur de la douane à la retraite, l'expérimenté M. Koulibaly. Et ils ont sans doute un mot pour vous avant d'entrer dans le fond, dans le vif même du sujet. Docteur Mamadou Silla Traoré, bonjour. Bonjour, M. Issa Diawara. Bonjour à mon co-débatteur Koulibaly, mon oncle que j'aime beaucoup. C'est une flèche. Que je paye la coula, mais la coula va venir, Inch'Allah. Et je profite des antennes de Gandhi Malien Télé pour saluer vraiment des gens qui me sont très proches, notamment ma femme, Madame Traoré Madina, Madina Konaté, qu'on appelle affectueusement princesse. Okay. J'oubliais, chaque fois quand je venais ici, j'oubliais de la saluer. Et quelque part, ça lui faisait mal. Elle me disait que j'ai salué tout le monde sauf elle. Donc voilà, et je salue les téléspectateurs de Gandhi Malien Télé et par ricochet African TV. Et ça, c'est notre pierre à l'édifice, les analyses qu'on fait par rapport aux questions pertinentes. Ok, merci beaucoup. De la part d'un Traoré, saluer son épouse, ce n'est pas un problème. C'est tout à fait naturel. Doyen, bonjour. Bonjour Diawara, bonjour à mon neveu et co-débatteur, oui. Traoré Silla Traoré. Bonjour à tous les travailleurs de Gandhi TV. Bonjour à ceux qui nous suivent quotidiennement, qui suivent Gandhi African TV spécialement, mais aussi d'une manière large, qui suivent Gandhi TV. Et je suis heureux de les retrouver autour de ce thème. Ok. Cette fois-ci, vous n'avez pas salué Fatou Doucouré, un oubli? Bon, non, ce n'est pas un oubli. Ah, ok. Fatou, bonsoir. Bonsoir, parce qu'on voit vos commentaires et sont très édifiants. Ok. En tout cas, Fatou nous aime bien et elle vit l'émission. Elle vit l'émission, c'est plaisir à partager. Ok. En tout cas, bon courage, bonne continuation à toi, Fatou. Merci à tous les autres aussi qui sont actuellement dans les commentaires et dans les partages. Ils ne sont pas oubliés. Merci beaucoup. Bon, la première question déjà, doyen. Alger a tout simplement refusé. Et c'est sans surprise parce qu'Alger l'avait déjà annoncé. Et le communiqué publié par le gouvernement du Mali hier revient là-dessus pour dire qu'Alger a refusé de se présenter à la barre. Mais doyen, vous qui êtes très expérimenté, vous qui comprenez un peu les questions des droits et autres, est-ce ce refus de la part d'Alger, ça n'établit pas d'emblée sa culpabilité? Absolument. Absolument. Et je crois qu'il y a eu deux communiqués qui se ressemblent dans leur fond, autant dans leur fond que dans leur forme. Deux communiqués. Est-ce que vous vous souvenez au moment où il y a eu l'attaque de notre drone? Okay. Le gouvernement a demandé au gouvernement algérien de lui dire les circonstances dans lesquelles cela a pu se faire. Okay. Ils ont fait tout un laïus, c'était des faux fuyants, pour finir par demander à notre gouvernement d'aller sur le site de leur armée qu'ils verront là-bas. Ils ont botté en touche. Cette fois-ci aussi, quand on prend leur communiqué, ce n'est que des faux fuyants. C'est une junte, c'est un gouvernement qui n'est pas démocratiquement élu, et pititi patata. Mais en fait, la Cour internationale de justice reconnaît les États, pas les individus. Et s'il y avait un problème en ce qui concerne ceux qui ont introduit la requête, la Cour l'aurait signalé. Oui. Mais la Cour n'a jamais jamais fait état de ce que les autorités maliennes de la transition sont dans une transition et ne sont pas habilitées à déposer. Et donc, exciper cet argument, c'est parce qu'ils n'en ont pas. Et mieux que cela, quand ils démentent, ils disent n'importe quoi, ils s'en prennent aux Maliens,
Je crois que le gouvernement, la transition, a très bien joué le coup. Elle a été patiente dans tous les domaines, tant au moment où ils ont tiré sur le drone, ils ont été patients et après ils ont fait sortir les choses. Cette fois-ci aussi, ils ont été patients jusqu'à maintenant. C'était depuis le 1er mars, 31 juillet. Oui, 31 mars au 1er avril. 1er avril. Ils n'ont pas donné signe ils ont semblé avoir oublié, mais non. Ils ont fini par faire une sortie vers la CIJ. Ça fait 6 mois déjà. Voilà, 6 mois déjà. La pauvreté des arguments présentés par Alger dénote de ce que Alger est prise au piège et ne sait plus ce qu'il faut faire et essaie de botter en touche. En tout état de cause, les règles de la CIJ requièrent l'accord préalable de l'État défendeur. Et ça, c'est une possibilité qui leur est offerte. Ils auraient pu tout simplement refuser, mais sans entrer dans des détails. Ils ont fait ça pour essayer de dégonfler les choses, donner des arguments. Là où on vous invite à venir vous expliquer et à mettre le Mali dans son tort. C'était surtout ça. On vous donne la possibilité de vous expliquer, de donner la preuve de ce que vous reprochez au Mali et de faire honte au Mali. Oui. Mais non, ils ne l'ont pas saisi. Et pourquoi ? Parce qu'ils savent que tout ce qu'ils disent ne tient pas la route. Et que le Mali a parfaitement raison. Ok, merci beaucoup. Docteur, vous ajoutez quelque chose? La culpabilité d'Alger. Oui, ça me fait penser à une fable de La Fontaine. Ok. Les animaux malades de la peste. Dans cette fable-là, Jean de La Fontaine dit que que vous soyez... Selon que vous serez puissant, mais le jugement de la Cour vous rendra blanc ou noir. En fait, le silence de l'Algérie n'est pas éloquent. En fait, c'est même pas un silence, c'est un refus, carrément. Oui, un silence, un refus. Effectivement, mais vous savez, quand un tribunal, la Cour internationale de la justice, c'est un tribunal, n'est-ce pas? Or, les tribunaux, de par leur définition, c'est un vocal générique employé pour désigner toute formation juridictionnelle ayant pour fonction d'appeler et d'apporter, autant pour moi, une solution à un litige. La Cour internationale de la justice, venons-en avant de venir au refus. Qui est d'ailleurs une structure de l'ONU. Une structure de l'ONU. Elle est née dans les cendres de la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Et le 26 juin 1945, après les procès de Nuremberg. Donc, c'était d'ailleurs pour empêcher que les États... Exactement, que les États, parce que c'est là où les relations internationales ont pris une nouvelle tournure. Parce qu'avant les Nations Unies, il y avait la SDN, Société des Nations, qui a quand même brillé par son incapacité à trouver une solution entre les pays. Par exemple, l'Éthiopie a été attaquée par l'Italie, il n'y a pas eu beaucoup de condamnation. Il n'y a pas eu de réaction même au vrai sens du terme. Donc, une nouvelle forme de la SDN qui est les Nations Unies est née de cela. Et là, cette organisation a mis sur place vraiment un coup. Cette cour-là de la justice, son rôle, c'est de veiller à l'application du droit international. Donc, quand on prend les États, en fait, de leur définition empirique, parce qu'on dit qu'un État, c'est juridiquement un espace, une population, un pouvoir politique. Et après, la dernière là qui s'accole à ça, c'est la relation avec d'autres États. Oui. Ça, c'est extrêmement important. Donc, le fait que l'Algérie n'a pas voulu lever les petits doigts, ça montre à suffisance qu'ils ont tort. Et là, ils doivent se présenter pour pouvoir élucider ces différends-là, parce que la Cour internationale de la justice, on suppose que c'est une cour qui règle les litiges aussi entre les pays, mais aussi
Elle est connue par sa composition. Ces 15 magistrats vraiment très affûtés qui ont occupé de hautes fonctions dans la sphère juridique et qui donnent en réalité de très bons jugements. Donc, c'est une cour moins politisée quand même, pour le moment. Pour le moment, c'est une cour moins politisée. Donc l'Algérie, le Mali a déposé une plainte. Ben, si, je l'ai dit, si nous sommes deux, between you and me, si l'argent disparaît là, entre par exemple mon oncle et moi, mon argent disparaît, on est deux. Ça veut dire que c'est mon oncle qui a pris. Ah bon? Exactement. Ah bon? Non, ça c'est un exemple. Un exemple très mal choisi. Ça c'est un exemple mal choisi. Ça c'est un exemple. Bon, mon oncle, vraiment, nous sommes en famille. Voilà, c'est ça quoi. Le Mali a déposé une plainte. Ouais. Si toi tu te sens... Il y a un drone voilà. Qui a été détruit. Et puis ils sont dans leur fausse logique encore, en disant que oui, le drone du Mali n'était pas dans l'espace malien, il était dans l'espace algérien. Trop de bruit. Le Mali a des alibis en béton armé. C'est-à-dire des alibis très très forts. S'ils viennent au tribunal, le tribunal va juger qui a tort ou qui a raison. Si l'Algérie refuse là, c'est qu'il y a un principe de droit qui est là. Je parle sous le contrôle de mon oncle. Alors, on dit que qui ne dit mot consent. Quand on te convoque là, il faut venir se présenter, même lors d'un procès. Quand on te pose la question, tu ne dis mot, ça veut dire que c'est toi. Tu as le droit de te défendre. Donc, vouloir ne pas aller à un procès, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. Wait and see. Voilà. Ok. Mais, donc... Ça me rappelle une autre plainte qui a été formulée par le Mali contre la France. Oui. Et la France a mis son veto pour que la plainte ne soit pas discutée au niveau du Conseil de sécurité. Oui. Donc, est-ce que... au niveau de ces deux plaintes, c'est-à-dire celle introduite au niveau de la Cour internationale de justice et puis celle que le Mali a introduite contre la France au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, est-ce, surtout pour le cas de l'Algérie, est-ce l'Algérie n'a pas surtout beaucoup plus peur des conséquences de sa culpabilité? Parce que si la Cour internationale de justice tranche, parce que le Mali a des preuves irréfutables, tranche en faveur du Mali, quelles pouvaient être les conséquences? Oui, sur le plan diplomatique, ça pouvait entacher l'image de l'Algérie et profondément alors. La meilleure façon pour elle, c'était de se défausser comme la France l'a fait. Mais le Mali pouvait demander réparation après. Non seulement le Mali pouvait demander réparation après, mais c'était le moindre mal. Parce que c'est la diplomatie algérienne. L'Algérie aurait été indexé comme un pays qui protège les terroristes. Et ça, ce n'est pas bonne presse. Ce n'est pas d'une bonne presse au niveau des organisations internationales. Elle aurait été prise la main dans le sac. D'ailleurs, elle a été prise. Tout esprit un peu rationnel saura que l'Algérie, pour refusé de répondre à la requête, se met à l'abri et ne veut pas que ce dossier soit publié. Ok, doyen, que peut faire le Mali actuellement? Bon, actuellement, il n'y a plus de recours au niveau de la CIJ. Mais il y a un recours possible en introduisant... Il y avait deux recours possibles. Ok. Le premier, c'était d'intenter, comme on l'a fait pour la France, d'introduire la plainte au niveau du Conseil de sécurité, qui pouvait, sur la base des constatations, demander à la Cour d'imposer l'instruction de ce dossier. Ça, c'est possible? Ça, c'est possible. La deuxième possibilité, c'était d'introduire une requête au niveau de la CPI. Parce que tu te rappelles, le quatrième crime qui fait l'objet de la compétence, c'était l'agression vis-à-vis d'un autre pays. Mais je crois que pour des besoins de retrait, on évite. On ne peut pas se retirer et en même temps introduire une plainte contre quelqu'un. Bon, j'avais cru qu'il y avait la possibilité peut-être d'interroger la Cour sur sa propre compétence. Mais
ça ne tient pas. La Cour, dans ce cas, elle est muselée, elle ne peut plus rien faire. Elle est obligée de se déclarer incompétente suite au déclinatoire de compétences de... Mais ça ne pose pas un problème. Il faudrait-il pas renforcer les compétences de la Cour même? Ça dépend de ce qu'on veut, parce que la Cour internationale de justice n'est pas une cour pénale. Elle fonctionne sur la base de l'acceptation des deux parties. C'est comme une cour d'arbitrage, tout simplement. Ce n'est pas une cour d'arbitrage, mais le principe de base, c'est le même. L'acceptation de la compétence de la Cour internationale de justice lorsqu'il y a un conflit qui oppose deux États. Parce qu'au passage, la Cour juge les litiges entre deux États, pas entre des personnes. Et donc, au-delà de ça, je crois qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Mais si vous voulez, on peut en revenir. Ok. Est-ce que c'est bon encore de continuer? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Ok. Je crois. Docteur, Oui. Il n'y a plus grand-chose à faire. Alger se rend coupable, en tout cas, sans se présenter à la barre. Et il n'y a plus grand-chose à faire, parce que si la Cour internationale de justice avait vraiment tranché, demande de réparation allait suivre tout de suite. Tout à fait. Et demande de réparation, ça peut aller loin. Ce n'est pas que les drones. Il y a des terroristes aussi qu'Alger a permis de s'évader. Est-ce qu'on allait exiger à Alger de ramener les terroristes là, ou de les extrader purement et simplement? Beaucoup de choses peuvent se passer. Qu'est-ce que le Mali peut faire? Est-ce qu'il faut s'attendre aussi à une réciprocité? Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Si vous avez quelque chose à ajouter en plus de ce que vient de dire M. Koulibaly. Vous savez, les autorités maliennes, en déposant cette plainte-là, ils sont dans leur rôle de le faire. Le problème a pris une autre dimension, parce que les retombées peuvent être diplomatiquement très, très, très fâcheuses contre l'Algérie. D'ailleurs, ça commence. L'Algérie n'est pas traitée comme un pays crédible. Leur crédibilité laisse à désirer. Surtout l'affaire du Mali, ce qui s'est passé entre l'Algérie et le Mali. Quand on essaie de regarder l'émission de l'Algérie, faisant partie des problèmes, l'Algérie avait présenté la face d'être une nation qui avait la solution à nos problèmes. Or, l'Algérie fait partie intégrante de notre problème. Vous voyez que les choses sont un peu compliquées. Donc, les autorités maliennes, comme mon oncle a dit, peuvent déposer une requête, parce que la Cour travaille sous la coupole de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité des Nations unies. Donc le Mali peut, avec l'aide de nos amis russes et de nos amis chinois, enfoncer le clou pour que l'Algérie vienne répondre à cette demande-là. Parce que là aussi, de l'autre côté, c'est un couteau à double tranchant. S'il reste comme ça, le Conseil de sécurité reste comme ça, les Nations unies restent comme ça, de marbre, sans pour autant réagir face à ce que l'Algérie a fait, ça va aussi les discréditer. Je me rappelle, il y a eu des problèmes entre les États. Les Nations unies ont intervenu et les gagnants du procès ont été mis dans ses droits, les perdants ont payé. Voilà, et même après, la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands ont été condamnés à payer de l'argent à la France pour les dommages causés, pourtant les Allemands ont payé. Et un peu partout, ça s'est fait. Mais le Mali a d'autres canaux aussi qu'on peut activer, notamment les communicateurs et tout ça là. Tous les journaux dans le monde là, toutes les sources qui peuvent aller au-delà, on doit les utiliser. On doit utiliser, même si on peut, qu'on appelle les vidéomans et tout ça, tout le monde a son rôle à jouer dans ça. Et l'Algérie, finalement, l'Algérie, les dirigeants ont l'esprit en fait maintenant, quoi. Parce que le fait de ne pas aller répondre est une attitude qui va à l'encontre même de leurs propres intérêts, mais ils auraient tout à gagner là, en allant répondre à cela
et vraiment en se soumettant aux arrêts et aux décisions de la Cour internationale, parce que ces arrêts-là sont irrévocables, quoi. Quand tu es épinglé, alors la sanction tombe, tu payes. Le Mali a d'autres canaux qu'on peut réactiver. Tous qui sont nos amis, on peut aussi les mettre à branle, je me répète. Et là, cette histoire-là est loin d'être finie. Ah. Voilà. Tous ceux qui sont nos amis. Je voudrais juste rappeler que l'Algérie, par ce refus, est discréditée déjà. Okay. Pour tout esprit rationnel, l'Algérie est discréditée. C'est le premier point. Le second point, nous avons un principe dans Kouroukan Fouga. Je crois que c'est l'article 4 de Kouroukan Fouga qui dit qu'on peut tuer son ennemi, mais il ne faut jamais l'humilier. Là où on en est, l'Algérie, on l'a tué. Oui. Et est-ce que c'est la peine d'aller encore plus loin pour l'humilier? En notant que ce refus de l'Algérie est désormais va paralyser l'Algérie dans les actions futures en faveur des djihadistes ou des terroristes. Oui. Désormais, ils prendront beaucoup plus de précautions pour ne pas s'exposer de cette façon. Et donc, moi, je ne crois pas qu'il faille encore poursuivre cette affaire-là. Ah, sinon, votre neveu évoquait nos amis. Je ne sais pas si l'AS pouvait faire quelque chose aussi dans ce cadre. Non, l'AS ne peut pas en tant que tel. C'est le pays qui va jusqu'ici. Les acteurs... Mais c'est la défense commune, l'AS. Oui, mais est-ce qu'on en est allé jusque-là? Une défense commune présentée par l'AES au niveau des choses. Je crois que tout pays qui peut être intéressé dans la procédure peut intervenir si le pays a un intérêt lié à cette affaire-là. Mais ils peuvent profiter, deux autres pays de l'AES peuvent profiter si vraiment l'Algérie avait consenti à ouvrir accorder la compétence de la CIJ. Les deux autres pouvaient, par ce biais-là, présenter des intérêts dans ce procès et intervenir. Mais en tout état de cause, le fait que le Mali seul ait introduit une requête n'enlève rien à la force de cette requête. Okay. Oui, si je peux ajouter, c'est que le malheur de l'Algérie a commencé depuis bien cela, parce que depuis que je parle de nos amis russes, à un moment donné, les Russes ont su en réalité que c'est l'Algérie qui est le parrain des terroristes avec la France. Et depuis là, je ne sais pas si vous avez constaté, il y a eu un sommet de la Russie et de l'Afrique. Mm-hmm. Effectivement, tout le monde a été invité sauf l'Algérie. Ils n'ont pas invité les Algériens. De deux, l'Algérie tapait à la porte des BRICS pour être membre observateur déjà. Pour être même membre, pour adhérer pleinement. Tout à fait. La Russie a fait volte-face. Parce qu'ils ont commencé à comprendre cette nation-là. Et d'ailleurs, le président Tebboune de l'Algérie a traité les militaires russes présents au Mali des mercenaires. Des mercenaires. Et là, les Russes ne gomment pas ça. Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire, les Russes les suivent pas à pas. Et quand on voit votre armée, l'armée algérienne, on parle que de l'armée algérienne d'une puissance régionale, sous-régionale, tout ça là. Mais 90% du matériel algérien vient de la Russie. Et à peu près 95% des militaires, des officiers supérieurs de l'Algérie ont fait leurs études en Russie. Donc, bref, les Russes ont été beaucoup pour eux, mais à cause de leur ingratitude, ils vont lire leur quoi. Comme les Ivoiriens disent, ils vont lire leur... Et d'ailleurs, ça a commencé. Ah, ok. Oui. Doyen, oui. Pour une première fois, nous savions que le Mali a déjà utilisé l'expression « junte » à l'endroit du régime français. Mais c'est une première fois d'utiliser en tout cas cette expression à l'encontre des autorités algériennes. Ces autorités ont été traitées de junte algérienne à plusieurs reprises d'ailleurs dans le communiqué du Mali. Pourquoi? Est-ce la réciprocité simplement parce qu'Alger utilise le même vocabulaire, ou c'est pour dire que dorénavant ça passe à un autre niveau? Bon, je voudrais juste rappeler que ce n'est pas la première fois que le Mali a recours à la Cour internationale de justice.
Ah, ok. Dans notre conflit de 1983 avec le Burkina, Ok. les deux pays ont fini par faire un compromis qui a porté le problème devant la Cour CIG, internationale. la Cour internationale de la justice, qui s'est prononcée par un arrêt en 1986. Donc ce n'est pas la première fois que le Mali intente une action au niveau de cette institution. Ok. Maintenant, pour votre question, vous pouvez me la rappeler? La junte. Oui. La junte. Oui. Bon, c'est une appellation... La junte algérienne à plusieurs reprises. Oui. C'est une appellation péjorative, oui, mais dans le cadre actuel qui a son sens. Parce que diplomatiquement, on est parti un peu plus loin que ce qu'on faisait autrefois, okay, mais qui traduit une réalité. C'est-à-dire que, c'est vrai, le président de la République, l'Algérie s'est revêtue des habits de la démocratie en faisant une élection, mais dans la réalité des faits, oui, le pouvoir est détenu par un clan militaire. Et le président de la République n'y peut rien. Et donc, quand le Mali dit que c'est une junte, c'est à dessein pour montrer du doigt que l'Algérie, bien que revêtue des oripeaux de la démocratie, n'est pas en réalité une démocratie parce qu'elle est pilotée par l'armée. Oui. Surtout le patron de l'armée, Chingria, qui est plus puissant que le président de la République. Effectivement, le mot junte, ça veut dire... Je pense que moi, je mets dans le cadre de la réciprocité. Parce que le ministre des Affaires étrangères, son Excellence Abdoulaye Diop, que je salue, il a dit dans l'un de ses discours que chaque balle tirée de travers, on va répliquer. Et c'était le Premier ministre. Premier ministre Abdoulaye Maïga. Abdoulaye Maïga, excusez-moi. Et voilà, c'est... Cette réciprocité doit vraiment nous... Qui a d'ailleurs fait un brillant discours aujourd'hui à Abdoulaye Maïga. Moi, je n'ai pas encore... C'est à 19h. Voilà. Oui. Ouais, bon, 19h de choses. Là. Je dirais que les discours aux Nations Unies maintenant sont brillants. Même les Tchadiens aussi ont fait un bon discours. Ah, bravo. Oui, ça c'est une parenthèse. Ok. Et c'est la réciprocité, comme on vient de le dire. À vrai dire, Abdul-Majid Tebboune n'est qu'un épouvantail, quoi, un pantin. Depuis les années 90, quand le problème algérien a surgi, parce que les généraux, avec le vent de la perestroïka en Russie... D'ailleurs, ils ont fait assassiner un président là-bas. Oui, Boudjaf. Non, c'était après comment ça s'appelle, l'avènement de... Après les élections qui avaient porté... les islamistes au pouvoir. Islamistes, Abbassi Madani et Ali Belhadji, c'est eux qui étaient les ténors. Et le problème algérien est parti de là. Parce que c'était comme les frères musulmans en Égypte. Si les musulmans là avaient, je dis pas les islamistes avaient pris le pouvoir en Algérie, c'était la fin des généraux. Les généraux ont fait un coup d'État. Et depuis ce moment jusqu'à nous, là où je vous parle, ce sont les généraux qui dictent leurs lois. Ils font une simulade de démocratie. Et voilà, le président est là. Même son discours, on le dit, on l'encadre. Ce que tu dois dire et ce que tu ne dois pas dire. Donc, je ne suis pas algérien, mais cette nation est difficilement qualifiée, quoi. C'est surangériste ou bien c'est quoi, je ne sais pas. Il n'y a pas de nature pour le qualifier. Ça n'apparaît dans aucune autre zone du globe, quoi. C'est une démocratie, mais une démocratie et les militaires encore en dessous qui tirent la ficelle, c'est plus qu'un junte. On ne parle même pas d'élection là-bas, quoi. C'est une mascarade de démocratie. On choisit qui on veut et puis voilà, on avance. Or, nous sommes dans une situation exceptionnelle, le Mali, et vouloir traiter moi et nos autorités de jeunes, ça me fait énormément mal. Ça me fait énormément mal parce que l'armée est comme un baromètre dans un pays. Quand les politiques ne se comportent pas bien, et que les bons Dieu nous en préservent, même aux États-Unis, quand les politiques ne se comportent pas bien, l'armée prend l'armée prend les pouvoirs. Et surtout ceux qui ont pris les pouvoirs aujourd'hui, coup de chapeau,
En si peu de temps, ce qu'ils ont réalisé, on n'a pas pu réaliser ça pendant les 30 ans de ces fameux démocrates-là. On a vu les défilés passer là, en sont un exemple. Ça crève les yeux, quoi. Voilà, donc on est là, on est dans cette situation, en tout cas d'insécurité, de guerre asymétrique et tout. Mais les difficultés sont les difficultés parce qu'il n'y a pas de nation qui s'est développée dans la facilité. Il y a les difficultés encombrantes qui t'aident souvent à monter, à la surmonter et à atteindre, à voir le bout du tunnel. Et c'est ce qui est en train d'arriver au Mali. Oui, mais docteur, est-ce qu'il ne faudrait pas craindre aussi... Bon, je ne sais pas s'il faut craindre, il faut s'en réjouir d'ailleurs. Je pense que c'est tant mieux. Cette histoire de clan au niveau de l'armée algérienne, nous venons d'apprendre d'ailleurs qu'il y a un général qui s'est échappé. Il semblerait qu'il s'est encore rendu, c'est ce qu'on a dit, je ne sais pas trop. Bon, en tout cas, de toutes les façons, ça tourne à gauche et à droite, mais cette histoire des généraux algériens, surtout mouillés dans les trafics au nord du Mali, parce que notre problème, c'est que beaucoup sont les barons. Oui. Des trafics de stupéfiants. Des trafics au nord du Mali. C'est ça le vrai problème aussi. Oui. Au-delà de ce que veut leur État sous-traiter le pétrole au nord du Mali, et ces généraux-là, un jour, ça risque pas d'exploser entre eux. Il faut s'attendre à ça. Parce que partout où il y a cette bouillabaisse de comportement non orthodoxe sur un lieu, ça finit toujours par se casser. Ces généraux-là, vraiment, ils ne sont pas dignes des militaires parce que ce n'est pas le comportement des militaires d'aller se mettre dans les histoires de trafic et tout ça. Donc, ça fait partie de la nature même de l'Algérien. On n'a rien contre le peuple algérien, mais certains Algériens ne sont pas bons. Quand on va en Algérie, tout n'est pas rose. Hein. C'est vrai que c'est un pays aussi, ce sont les deux extrêmes. Et il y a des régions qui ne sont pas du tout développées. Et on ne montre pas ça. Quand on va te montrer une image de l'Algérie, on va te montrer une partie de l'Algérie qui est comme en Europe, mais l'arbre cache la forêt. Ça risque de se péter entre eux. Ça, c'est évident, quoi. C'est une évidence. La mauvaise compagnie se disloquera, quoi, un jour, c'est sûr. Ok. Merci beaucoup. Donc, nous revenons vers vous. À ce rythme, quel avenir pour les deux pays? Parce que là, la question est restée presque suspendue. Certes, nous le savions, vous l'aviez dit, quelqu'un qui est au moins un peu rationnel comprend tout de suite qu'Alger a fui les débats. Pourquoi? C'est pour éviter les conséquences de sa culpabilité de façon officielle. Mais dans ce cadre-là, quel avenir est pour les deux pays? Est-ce que je ne vois pas? Je vais faire un rappel historique. Allez-y. Le piège de Thucydide. Thucydide, c'est un stratège de l'Empire romain depuis le temps, à la suite de la guerre de Péloponnèse. Il a décrit ce qui est arrivé. C'est-à-dire que les relations de l'Algérie au Mali, c'est d'un pays puissant à un pays qui ne l'était pas et qui aspire maintenant à dépasser. Et c'est ce qui se passe entre la Chine, les États-Unis et la Chine. On appelle ça le piège de Thucydide. En fait, il faut prendre le devant, taper sur l'État en question pour l'empêcher de se développer, de prendre l'ascendant et de vous dépasser. Et je l'avais dit ici une fois, le caractère, je m'excuse pour les Arabes, mais d'une façon générale, l'Arabe n'est pas enclin à la négociation. Et ils ont l'habitude d'aller plus loin. Si vous regardez les rapports entre l'Algérie et la France, c'est toujours la surenchère. Oui. Et quand ils sont en face d'un pays qui adopte le même chemin, comme le Mali, la surenchère, ils ne savent plus, ils perdent leur pédale. Parce qu'ils menaçaient la France, ils montaient au créneau, ils surenchérissaient chaque fois. Et finalement, les Français ont peur, ils reculaient. Et c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de Français, notamment le ministre de l'Intérieur sortant, avait dit qu'il faut faire face à l'Algérie et geler ou dissoudre toutes les relations avec l'Algérie.
Mais les Algériens pensent que les Français ne le feront pas parce qu'ils ont peur de surenchérir. Et aujourd'hui, le Mali est dans une position de surenchérir. Chaque fois que vous allez faire quelque chose, on ira plus loin. Et c'est au bout du compte, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que le Mali, là, c'est pas touche. Il ne faut pas les toucher. En ce moment, les relations iront sur une base nouvelle. Donc pour le moment, ils vont surenchérir. Bon, mais je crois que déjà, ils ont pris assez de coups avec le Mali. Non seulement on a bloqué, ils pensaient qu'on ne pouvait pas, et on a bloqué. Ils ne peuvent plus, les transactions, le trafic de stupéfiants, de cigarettes qui alimentaient la junte algérienne est mis à mal par l'occupation rationnelle. Et ça ira de mal en pis parce que lorsqu'on va occuper même Tinzaouaten et les abords de Tinzaouaten, ça va être beaucoup plus difficile pour eux de s'enrichir. Deuxièmement, les commerçants frontaliers du Mali qui amenaient des produits au Mali, du fait qu'eux-mêmes ils ont fermé leurs frontières et avec l'avancée, ça sera beaucoup plus difficile pour l'Algérie d'exporter des marchandises. Et eux, ils vivent de ça. Ceux qui sont dans le sud de l'Algérie, avec la frontière malienne, qui vivent de ça. La Mauritanie et l'Algérie vivent de il y a beaucoup de gens de ce trafic-là. Donc là aussi, ça va être un gros problème. Mais aujourd'hui, ils commencent à comprendre que le Mali va répliquer autant qu'ils le répliqueront, quitte à aller jusqu'à l'affrontement armé. Et je crois que le 22 septembre. Le 22 septembre est une preuve de ce qu'ils ont. Parce que je crois que toutes les chancelleries étaient braquées sur le Mali pour voir qu'est-ce qu'ils ont comme armement. Mais les autorités ont bien joué le coup parce que tout le monde s'est dit c'est pas ce qu'ils ont montré. Et d'ailleurs, le président de la République l'a dit, on ne peut pas tout montrer. On n'a pas vu les systèmes de défense antiaérienne, on n'a pas vu les drones de dernière génération. Même les avions, ce sont les Su-24 qui ont été montrés. Donc, ce silence en dit plus que sur ce qu'ils ont montré. Mais même ce qu'on a montré là, c'est effrayant. Hein? Oui, mais ce qu'ils n'ont pas montré est encore plus effrayant. Et les chancelleries, je crois, le savent. Tous les états-majors des pays sont en train de voir qu'est-ce qu'il y a au Mali. Docteur, demain, comment vous voyez-vous l'avenir entre le Mali et l'Algérie? L'Algérie et le Mali, je pense que le divorce est consommé. L'Algérie était comme une épée de Damoclès sur la tête du Mali. Alhamdoulilah, Dieu merci. Il y a un fin à tout. Imaginez, de tout le temps, depuis que nous on était dans les petites classes, quand on parlait chaque fois du pétrole du Mali, il y a un géographe qu'on a appelé géographe de malheur, qui disait que le Mali était en bas de l'Algérie, que si le Mali puisait son pétrole, le pétrole algérien allait descendre. On nous faisait croire à ça, on avait même colonisé nos esprits par rapport à ça. Qu'est-ce que l'Algérie donnait au Mali? Pas grand-chose. Hein. Souvent, à la police malienne, ils donnaient des vieilles tenues, des vieilles, comment ça s'appelle Mais la propagande algérienne fait croire que c'est un pays qui a beaucoup aidé le Mali. Absolument pas, quelques bourses d'études et puis voilà quoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'il y a une usine ici algérienne implantée au Mali? Non. Tout ce qu'ils avaient fait, ils avaient une boulangerie à Kidal. Une boulangerie qui appartenait au service de renseignement algérien à Kidal. Kidal était leur chef. Ça, c'est connu. Ils faisaient toutes sortes de trafics. Boulangerie, ça, c'était faire du pain pour les terreaux. Faire du pain pour les terreaux. Ça démasquait, quoi, en fait. C'était pas une boulangerie, en fait, mais c'était... Une officine. Une officine, exactement. D'espions. Oui. Ils avaient la main mise sur Kidal, avec l'aide de certains nationaux même, qui fait aussi mal. Donc, tout a été dévoilé au grand jour. On sait qui était en train de faire quoi. Et la prise de Kidal les a donné de l'urticaire. Le président même, Tebboune, je ne sais pas si vous écoutez bien ses interventions. Et chaque fois qu'on parle du Mali, il parle d'accord d'Alger. Quel accord d'Alger? L'huile d'or. Oui, lui, il pense que le Mali, il peut aimer le Mali plus que les Maliens. Non. L'accord d'Alger, c'est cet accord qu'on nous avait fait signer en position de faiblesse et qui donne presque le nord du Mali à l'Algérie, à la France. Exactement, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'Algérie a brillé par son hypocrisie.
on a su cela. L'Algérie a brillé par sa sournoiserie. Cela a été découvert. L'Algérie a brillé par sa méchanceté. Parce que tout le peuple malien a payé le lourd tribut grâce à ces migmags algériens, français et maliens. Entre guillemets, les mauvais maliens qui étaient dans leur coup. Ils ont fait venir des terroristes, Moudjao, FLA, ceci, cela, pour même occuper deux ou trois plus grandes régions de notre pays. C'était les gouttes d'eau qui avaient débordé les vases. Mais, bad compagnie, mauvaise compagnie, Dieu a mis son petit grain de sel là-dedans, quoi. Parce que Dieu, il est omniscient, il est omnipotent. Et ils n'ont pas pu se distribuer les choses. Parce que quand ils avaient annexé le nord du Mali, le Mali devrait être divisé et tout. Maintenant, chacun tirait la couverture de son côté, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de couverture. Et grâce à l'avènement de ces jeunes militaires très consciencieux, et au regard de ce qu'on appelle la mauvaise gestion des pays, la mauvaise gouvernance, et ça n'allait pas du tout. L'armée a pris ses responsabilités et ces jeunes sont venus visionnaires, ils ont mis quelque chose sur place et tout le monde est en train de constater les changements. Tu peux ne pas aimer le président Assimi Goïta, mais dire que ce monsieur n'est pas un travailleur, ça relève de la méchanceté. Méchanceté. Oui. Ok. Doyen, faut-il voir la main d'Emmanuel Macron qui ne cache plus son amitié ou bien son lien, son intimité avec Djoulani? Autrefois, c'est terroriste qui se faisait passer pour je sais pas, un grand islamiste qui a occupé la Syrie sans élection, personne ne parle d'élection là-bas, mais qui est réussi en grande pompe par Emmanuel Macron, non seulement à l'Élysée, mais ils se sont affichés ensemble au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et une telle proximité entre Emmanuel Macron et puis Djoulani, c'est un terroriste qui a été chef d'Al-Qaïda en Syrie, chef de l'État islamique en Syrie, chef à présent d'un groupe terroriste, les HTS, qui dirige la Syrie. Est-ce avec ça, le même groupe Al-Qaïda, nous avons Al-Qaïda aussi qui ne cesse d'attaquer les pays de l'AES et aussi donc le Mali. Il faudrait voir la main de la France, parce que si nous savons que le chef du Génim, qui est Iyad Agali, qui est en coalition, parce que si on parle de Génim, c'est une coalition. Il y a Ansardine, il y a Akmi dedans, Al-Qaïda au Maghreb islamique, il y a Koufa dedans, des gens de Masina, puis il y a Al-Mourabitoun, Mokhtar Bel-Mokhtar, qui est aussi un Algérien. Donc dans Génim, on a des chefs qui sont algériens et des autres qui auraient la nationalité malienne. Est-ce qu'il faudrait voir une coalition franco-algérienne dans le cadre de l'agression contre notre territoire qu'on voit à travers les drones qui ont été détruits? Ou qu'est-ce qu'il faudrait voir? La France n'y est pour rien ou bien elle y est pour quelque chose aussi? Je vais évoquer une image. Oui. C'est que le Mali ressemblait à un éléphant qu'on a abattu et chacun venait avec le couteau pour dépecer et prendre sa part. Ah, ok. Même des pays comme la Mauritanie prétendaient à des intérêts chez nous. Donc dans ce festival-là, la France actuellement, je ne dis pas auparavant, mais actuellement dans les relations au point où en sont les relations avec l'Algérie, la France, même avant, devait savoir que l'Algérie ne jouera jamais pour quelqu'un d'autre, elle jouera pour elle-même. Tout ce qu'elle peut faire accorder à la France, ils peuvent faire chemin ensemble pour essayer de détruire, mais l'Algérie cachera toujours son jeu et a ses atouts dans la manche pour essayer de se tirer la couverture. La preuve, c'est 2012 d'ailleurs. Voilà. Et donc, je ne crois pas qu'actuellement, où les deux pays sont à couteau tiré, que ce qui arrive dernièrement, ce soit la main de la France. Je crois que la France est allée au-delà, est allée dans les pays... avec Zelensky. Et les pays du Golfe de Guinée pour essayer d'infiltrer, mais plus l'Algérie. Parce que l'Algérie n'est pas un ami fiable qui va toujours
chercher son intérêt dans l'intérêt, et son intérêt, c'est que tout lui revienne. Et je ne crois pas qu'à l'heure actuelle, la France soit de mèche avec l'Algérie, en l'état actuel de leurs relations, pour les derniers événements qui arrivent au Mali, surtout le fait d'avoir sauvé peut-être Yad Agali d'un bombardement les autres. Je ne crois pas. Oui. Et ce mariage-là, Algérie-France, j'étais moi non plus. Parce que, vous savez, chacun a ses caractères, ses spécificités. Comme le douanier vient de le dire, l'Algérie, c'est la politique de tout pour moi, rien pour l'autre. Et cette politique est semblable à celle aussi de la France. Mais quand il s'agit du Mali, ils peuvent s'associer au service du mal pour essayer de venir à leur fin, d'aboutir à quelque chose et de gagner, comment ça s'appelle, le doyen a dit, une grosse partie de la viande de l'éléphant tué. Mais le partage va toujours porter problème. Donc la France, ça met là-dedans, ça c'est indéniable. Ça se comprend très très aisément. Parce qu'en Syrie, la France a déjà légitimé Djoulani. Le premier pays, la première nation à dérouler un tapis vert pour un terroriste dont la tête était mise à prix. En fait, il fallait comprendre ce jeu, il fallait faire partir Bachar Assad. Qui a été élu quand même. Qui a été élu démocratiquement. Et ce qui est arrivé à Assad, beaucoup de gens ne le savent pas. Tous les généraux d'Assad étaient payés. Ils les ont soudoyés et ils n'ont pas livré combat. C'était prémédité pour que Israël annexe encore une grande partie du plateau de Golan. Voyez-vous, quand Djoulani est venu au pouvoir, même pas un mois, Israël a volé combien de kilomètres carrés de terrain en Syrie? Personne n'en parle. Ça, c'était dans leur compromis. Et en deuxième lieu, les terroristes qui se sont rassemblés là-bas doivent aider maintenant la France à venir semer encore la pagaille chez nous. Il disait que certains politiciens maliens, mauvais maliens qui étaient sur des chaînes de télévision, quelqu'un disait que notre réveil va être brutal. Ils ont eu à dire tout ça. Parce qu'ils ne sont pas assis, ces gens-là. Ils sont avec le diable, toujours essayer de comploter contre le Mali. Et ce qui est sûr, même si tout le Mali se met à l'écart, on leur donne le Mali sur un plateau d'argent, partagez-vous ça, ils ne vont jamais s'entendre. Oui. Ils ne vont jamais s'entendre. C'est pour cela que je dis qu'il y a la main de Dieu là-dedans. Parce que nous, on n'a pas fait de mal à quelqu'un. Les Algériens, les Français, et même un peu l'Europe, ils ont toujours vécu en barbare. Toujours venir annexer les plus faibles. Annexer les terres, mettre les plus faibles sous sa dominance. Comme des hyènes. Exactement. Ce n'est pas un comportement humain. Nous, on n'a pas été éduqués dans ce sens. Je reviens à ce que le doyen avait dit, le pacte de Kouroukanfouka. Quand tu terrasses un ennemi, alors il ne faut pas le honir, c'est ça, non? L'humilier. L'humilier, le honir, l'humilier, oui. C'est ça. Nous, on a quand même une certaine éducation, maturité intellectuelle de ne pas vraiment se mettre dans certaines choses. Si vous avez la France à vous là-bas, vous n'avez pas d'or, vous n'avez pas de pétrole, ce n'est pas nous, les Maliens, qui doivent payer ces tribus-là. Non, non, non. Si vous voulez l'or du Mali, venez. C'est ce que les trois principes du président, c'est là-dedans. Il faut quand même respecter notre souveraineté, il faut respecter nos intérêts, et puis il faut respecter quoi encore? C'est que le troisième principe, c'est les choix de nos partenaires. Les choix de nos partenaires. On peut faire choix parmi les partenaires. Et les bien-disants, c'est celui qui vient avec beaucoup d'argent, donc on t'accueille à bras ouverts. Nous, on n'a pas d'amis, on n'a pas aussi d'ennemis, mais on peut commercer avec tout le monde. C'est celui qui vient avec
comment on dit, les mieux, c'est le mieux disant non. Voilà, c'est ça. Donc, qui dit mieux? Qui dit mieux? Sinon, la France, ça crève les yeux. La France a toujours vécu de ça. Des vols, des pillages. Ils n'ont même pas honte. Ok. Voilà. C'est le sévrage qui fait mal. Vous ajoutez quelque chose? Il y a un élément qu'il ne faut pas oublier. Dernièrement, il y avait quelqu'un sur le plateau de, je crois, TV5, qui parlait de la République de l'Azawad. Cette vieille ancienne qu'ils évoquent chaque fois, sinon ils avaient laissé tomber ça. C'est là que je parlais un peu de la mer de la France. Voilà, mais ceci veut dire, si on examine, c'est sur un plateau français qu'il est parti le dire. Il ne le dit pas dans une presse quelconque. Ça veut dire qu'il y a une réorientation et une reprise en main de la France, mais indépendamment de l'Algérie. Ah, parce qu'ils n'ont pas les mêmes groupes armés. Ils n'ont même plus les mêmes choses en commun. Mais il ne faut pas les croire comme ça. Ils ont plusieurs facettes, ces gens-là. Ils ont plusieurs manières de se manifester. Ils peuvent nous faire croire, nous endormir qu'ils ne sont plus ensemble. Or, ces deux nations-là sont... En tout cas, au niveau des renseignements, c'est Calais, ils travaillent toujours ensemble. Non. Et ce qui est... Sur le Sahel. Ce qui fait aussi... ce qui est incompréhensible. Moi, je ne peux pas comprendre qu'en dépit de tout ce que l'Algérie a subi, à cause de ces Français-là, et que c'est l'Algérie qui vient donner sa main aux Français pour déstabiliser un des voisins qui a tout fait pour eux. Vraiment, ça dépasse tout entendement, quoi. C'est même une insulte à l'intelligence humaine. L'attitude de l'Algérie, c'est une attitude vraiment autodestructive. Mais est-ce que vous savez que lors de la guerre France-Algérie, leur guerre d'indépendance, est-ce que vous savez que le Maroc les avait aidés? Exactement, je suis au courant de ça. Le propre des pays, c'est d'être ingrat. Oui, mais j'ajoute... Tu es docteur, tu es beaucoup plus dans l'humanisme peut-être. Exactement, j'ajoute. Et ce qui est hallucinant, une fois j'étais en train d'écouter une émission sur la guerre de l'Algérie et tout. Il y a un Algérien qui a parlé de tous les pays qui les ont aidés dans leur indépendance, sauf le Mali. Il a cité le Maroc, il a cité l'Égypte. Je crois que tu as oublié un principe cher au général de Gaulle. Les pays n'ont pas d'amis, donc des intérêts. Donc vous ajoutez quelque chose parce que l'émission tire vers sa fin. Bon, je ne sais pas, d'une manière générale, je pense que nous sommes dans une guerre de longue haleine. Ok. Nous sommes assiégés, comme je l'ai dit, un éléphant qui est en train de mourir et chacun veut prendre sa part. Les gens ne vont pas renoncer facilement. Surtout l'Algérie et la France. Les deux, soit ensemble, qu'elles soient ensemble ou pas, œuvreront toujours pour obtenir ce qu'ils avaient obtenu, ils avaient presque réussi à obtenir, la division du Mali. L'Algérie, par le truchement de l'accord d'Alger, avait presque obtenu que le Mali soit à genoux. Oui, parce que les groupes armés pouvaient attribuer les marchés des ressources du Nord. Voilà, c'était prévu. Sans passer par le gouvernement central. Sans passer par le gouvernement central. Donc, ils ont perdu à cause de leur extrémisme, à cause de l'extrémisme qui veulent toujours plus, ils ont perdu ce qu'ils avaient gagné et qu'ils n'auraient jamais rêvé de gagner, même par la guerre. Et donc, ils vont courir derrière le passé. La France, c'est la même chose. Son dada, c'est de changer pour ne rien changer. Ils font du surplace. Ils n'arrivent pas à trouver un moteur de développement économique autre que l'exploitation des pays africains. Oui. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la fameuse phrase de Macron qui disait que pour être craint, il faut être comment? Ouais, pour être libre, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. Exactement. Et là, ça veut tout dire. Donc le Mali, imaginez, on est 1 243 000 km². On est voisin de combien de pays? 7 pays comme ça. On a 7 pays frontaliers. Et nous sommes
entouré que par nos ennemis. Parce que, à part les gars de l'AES, un peu la Guinée, j'avoue que tous ces autres pays-là n'aiment pas le Mali. Chacun a eu sa part, il y a eu la part de vérité quand on regarde dans chacun de ces pays-là. Je donne un exemple. Les Ukrainiens, leur ambassadeur au Sénégal, fait une déclaration officielle que c'est eux qui sont à la base de l'attaque des Tinzaouaten, où l'armée malienne a laissé beaucoup d'hommes, paix à leur âme. Le vieux Grégou de la Côte d'Ivoire, lui, il ne s'en cache même pas. Les 49 Wagner, on a vu. La Mauritanie. Qu'est-ce que la Mauritanie? Il n'y avait même pas de Mauritanie, une création pure et simple de la France. De la colonisation française. De la colonisation française. Les pays, les régions de la Mauritanie comme Oualata et tout ça, ça faisait partie intégrante du Mali. Et l'autre partie, là, vers Nouadhibou, ça c'était le Maroc. On voit notre ami qui a le plus grand, c'est-à-dire la plus grande distance de frontière, l'Algérie. Et depuis que le Mali avait attribué à une société algérienne la recherche des hydrocarbures, ils ont fait les recherches, mais ils n'ont jamais restitué ce qu'ils ont vu au Mali. Les autorités maliennes n'ont pas encore eu dans leurs mains ce que cette société-là avait eu comme recherche à faire. Sonatrach. Oui, Sonatrach. Donc, en quelque part, ils ont vu des choses que nous-mêmes, on ne savait pas. Et tout ce qui se disait, c'était la réalité. Okay. Donc, moi, à mon avis, c'était pour faire ramasser un peu tout ça là. Moi, à mon avis, nos autorités, je les dis et je les répète tout le temps, on doit être sur le qui-vive. On doit plus se réarmer et se réarmer parce que nous sommes devant une richesse inestimable. Nos sous-sols regorgent de richesses inestimables qui est la convoitise de beaucoup. Des prédateurs. Des prédateurs. Donc tous ces prédateurs-là, ils auront leur tombe ici au Mali, c'est sûr. Ok. Voilà. Votre mot de la fin, docteur? Je ne peux que remercier encore les téléspectateurs de Gandhi malien qui continuent de nous soutenir. Et je remercie aussi mon co-débatteur, toujours je ne cesse de le remercier. Malgré l'âge et tout ça, il est toujours au devant de la chose. Et vous-même, Issa Diawara, qui n'est plus à cacher pour ton sens élevé du patriotisme et du devoir. Merci beaucoup. Doyen, votre mot de la fin? Bon, moi, mon mot de la fin, c'est que nous sommes dans le dur. Nous sommes dans le dur. Kidal, on pensait qu'avec la reprise en main de Kidal, on allait être... Non, c'est le plus pessimiste. On dit non, Kidal, ce n'est qu'un début. Le début de la guerre, c'est à partir de Kidal. Et vous voyez aujourd'hui, beaucoup de gens, même des intellectuels, au regard de tout ce qu'on leur avance, comme vous l'avez cité, Macron qui pilote Djoulani et qui le reçoit au palais de l'Élysée, qui le pilote, qui le rencontre, même avec le Sénégalais, j'ai vu leur photo, Diomaye Faye, c'est aberrant. Ça veut dire, il y a un adage bambara qui dit que si tu minimises un complot, c'est qu'il a été tramé en ta présence. Oui. En fait, ceux qui nous disent, mais vous êtes en conflit avec tout le monde, mais c'est parce que tout le monde veut sa part chez nous. C'est simple comme l'eau à boire, c'est compréhensible. Nous n'avons envoyé nos militaires chez personne. Ils sont venus chez nous et chacun essaie de nous embarquer, de faire pression sur nous par quelque levier que ce soit. Et donc aujourd'hui, on est obligé d'affronter. Nous sommes dans le dur. Et ça va prendre. Le problème de l'électricité lié au fait qu'ils avaient attaqué les citernes. D'ailleurs, il y a d'autres informations relatives à ça que je ne souhaite pas révéler ici. Mm-hmm. Mais en réalité,
ils sont eux aussi au bord de l'explosion. Ils n'ont pas les moyens de prendre du carburant pour circuler aussi facilement qu'ils le faisaient auparavant. Et donc, ils sont en manque de carburant aussi. Et donc, on ne voit que ce que nous subissons. Mais des intellectuels, des personnes bien pensantes ne voient jamais ce qu'eux, ils subissent. Et c'est ça le drame. Aujourd'hui, quoi qu'il en soit, quelle que soit notre inimitié à l'égard de la transition, il y a un fait, il faut s'aligner jusqu'à ce que cette histoire passe. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Il y a un ami qui m'a dit l'autre jour, vous qui soutenez la transition, où est-ce qu'on en est? J'ai dit, mais qu'est-ce que tu penses qu'elle est? J'ai dit, mais il faut subir. Il me dit, ah, tu ne me parles pas comme ça. J'ai dit, mais il faut subir. Il n'y a pas autre chose. Oui. Il faut subir et continuer à faire confiance. Merci beaucoup. Continuer à faire confiance. Bien sûr, nous continuons, en tout cas en ce qui nous concerne, nous continuons à faire confiance aux autorités du Mali et de l'AES pour continuer à porter sur tous ces combats. Notre contribution, notre apport ne fera jamais défaut. Sur ce, nous vous remercions. Nous vous souhaitons bonne chance, bon courage pour tout ce que vous allez entreprendre. Et nous allons vous retrouver sans doute la semaine prochaine pour un autre numéro. Mais d'ici là, restez branchés sur African TV, une filiale de Ghana Malien TV pour d'autres programmes. Parce que ça ne va pas s'arrêter, nous continuons. Merci beaucoup. Merci.